Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Nicolas Flippot, directeur commercial de Recycléa, entreprise spécialisée, entreprise adaptée aussi, spécialisée dans le reconditionnement des ordinateurs de bureau, activité en pleine croissance avec le développement du télétravail. Notre débat portera sur la méthanisation. Elle est mise en place par de plus en plus d'agriculteurs. Est-ce forcément une solution d'avenir? Comment la sécuriser? Comment réduire les nuisances pour les riverains? Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez les nouveaux fermiers qui promettent de la viande végétale et gourmande Made in France. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Recycler, valoriser les parcs informatiques des entreprises et des administrations, c'est le métier de mon invité. Bonjour Nicolas Flippot. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur commercial de Recycléa et donc vous donnez une seconde vie à nos ordinateurs, c'est ça? Exactement. Alors comment vous faites? Qui sont vos clients? Tiens, on va commencer par là. Nos clients sont les principaux groupes du CAC 40, plus des administrations et des ministères. Ouais. Pôle emploi, par exemple. Pôle emploi, par exemple. Et là, récemment, on a repris des photocopieurs, 40 000 photocopieurs dans 4 grands ministères. Ouais. Et dans les grands comptes, parce que vous dites les grands comptes, du CAC les 40. banques, surtout les banques, la Société Générale, BPCE, Natexis. Dans la pharmacie, Sanofi est un client de Recycléa, on a le groupe Bolloré. Oui, donc c'est vraiment les grands comptes, les entreprises connues du CAC 40. Alors, on va ouvrir le capot un peu, rentrer dans l'usine. Où et comment ces ordinateurs, principalement, sont-ils reconditionnés? Alors, le site de production est à Domérat, en périphérie de Montluçon. Oui. L'équipe commerciale, elle se situe à Nanterre, dans les locaux de notre actionnaire majoritaire, le groupe STC, qui est le groupe informatique numéro 1 privé en Europe. D'accord, LCC, groupe informatique privé numéro 1 en Europe. Donc dans cette usine, comment ça marche? Vous avez récupéré un lot d'ordinateurs d'un de vos clients. La première phase, c'est quoi? Alors la première phase, c'est d'aller les chercher. Oui. D'accord. Donc c'est déjà important, c'est vrai. Donc on a notre propre flotte de camions avec nos chauffeurs qu'on a formés à aller chercher ces produits, les mettre sur palette de façon rationnelle pour que dans le premier virage, le premier rond-point nombreux en France, toutes les machines ne partent pas dans tous les sens, parce que nous les rachetons, ces machines. Donc elles ont une valeur. Une fois qu'elles arrivent chez nous, on fait un premier audit visuel, d'accord, pour savoir qu'on a bien récupéré tout le matériel. On le met sur des bancs, on a 320 mètres linéaires de bancs, 720 points de connexion, on peut tester jusqu'à 720 machines. Et ce qui est important de savoir, c'est que Recycléa étant une entreprise adaptée, 73% des 150 employés sont des personnes en situation de handicap. Donc, tous nos bancs ont été faits avec un ergothérapeute qui permet, si vous voulez, que tout se fasse le plus facilement pour nos collaborateurs. Il n'y a par exemple aucun port de charge lourde. D'accord. Tous les bancs sont faits par rouleau, donc on ne porte pas, on ne fait que pousser. D'accord. Et donc, il y a ce premier test visuel, test technique. On prend la machine, on regarde ce que c'est, on met un code barre pour avoir une traçabilité, parce qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est la traçabilité du produit. Et ensuite, on l'audite. C'est-à-dire qu'on va tester la mémoire, le disque dur, les ports USB, la durée de la batterie pour les portables. Un écran cassé, ça se change, ou alors ça veut dire que l'ordinateur, En général, on le décote, d'accord. Vu le montant de ces produits que nous rachetons, il est pas forcément viable de le réparer. Question alors vraiment de Béotia, mais ça nous est tous arrivé, nos claviers qui mangent autant de miettes que nous, ont des jeunes au bureau, ça se sauve un clavier de la même façon? Un clavier, ça se sauve, ça se change, ça se nettoie. On a justement à l'intérieur de l'usine un endroit spécifique où on a une machine à air pulsé qui nous permet de retirer les miettes, la poussière, voilà.
Et alors, l'important, c'est évidemment le contenu de ces ordinateurs, les données. Vous garantissez l'effacement des données. Ça passe par quelle technique, ça? Toutes les machines qui rentrent sur nos bancs ont leurs données effacées. On a un logiciel qui s'appelle le logiciel Blanco, qui nous permet d'avoir un certificat comme quoi toutes les données sont effacées. Alors, il y a différents standards. Il y a le standard normal, c'est-à-dire que le logiciel écrit sur toutes les partitions du disque dur et les efface. Et il peut faire l'opération une fois, 3 fois, 7 fois. C'est ce qu'on appelle le niveau gouvernemental ou le niveau militaire. Derrière, on issue un certificat prouvant qu'il n'y a plus aucune donnée. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces ordinateurs, quand ils ont été reconditionnés? Il y a, évidemment, on est en plein dans l'économie circulaire, il y a un marché de la seconde main, c'est ça? La première chose, c'est que si on parle des miettes, on parle aussi des autocollants, des étiquettes qu'il faut retirer. J'en ai quelques-uns sur les miens, mes Voilà, ordinateurs. Donc, c'est pas terrible, mais on le fait. Donc, on a des produits spéciaux qui fait qu'on anonymise totalement la machine. Donc, la machine, non seulement, elle n'a plus aucune donnée, d'accord, mais quand vous la recevez, vous pouvez absolument pas savoir à qui ou à quelle société elle appartient. Oui, et puis on peut même avoir le sentiment d'avoir un ordinateur neuf entre les mains. Donc, ce marché de la seconde main, il fonctionne comment? Alors ensuite, on a un site internet d'enchères, sur lequel on met nos lots. J'ai une équipe spécialisée qui, selon l'étude de leur marché de professionnels, met des lots et bâtit des lots afin qu'ils soient les plus vendables possibles. D'accord ? Donc je prends un exemple. Vous ne pouvez pas tout mélanger. Si vous voulez tirer le maximum de la vente de vos produits, vous ne pouvez pas mélanger des écrans avec des portables et des ordinateurs de bureau. Donc il faut segmenter. Par exemple, vous n'allez pas mettre des portables Dell, Lenovo avec des Apple, parce que les Apple, c'est un monde à part. Ça se vend pour des spécialistes qui, elles, sont prêts à payer un premium qu'ils payent ici à juste de l'Apple. Par contre, si vous le mélangez avec d'autres, ils ne payent pas ce premium. D'accord. Alors, je voudrais qu'on parle évidemment de l'effet Covid, je le disais en titre, la généralisation du télétravail. Ça a eu un effet important sur Recycléa. Le chiffre d'affaires qui était de 10,5 millions d'euros en 2019, il est passé entre 14 et 15 millions en 2020, de 288 000 produits audités à 350 000. Il y a vraiment eu un effet Covid pour vous? Il y a eu un énorme effet Covid. Et l'effet Covid, c'est le télétravail. C'est-à-dire que toutes les sociétés n'étaient pas prêtes pour le télétravail. Et donc, il a fallu équiper les collaborateurs de machines. Donc, en premier, ils ont essayé d'acheter des machines neuves. Le seul ennui, c'est que les machines neuves, elles sont construites en Chine. Qui ne fonctionnait pas pendant le premier confinement. Qui ne fonctionnait pas. Évidemment. Donc, il y a eu, là aussi, une pénurie. Donc, ne pouvant pas acheter de machines neuves, elles se sont rabattues sur des machines d'occasion. Et effectivement, les prix ont absolument flambé sur les machines, les portables de deuxième main. Ils ont pratiquement doublé. Le prix a doublé. Le prix a doublé. C'est énorme. Et pendant le second confinement, c'est sur un autre produit qu'il y a eu une demande forte. Ça, c'est assez drôle. C'est-à-dire que le premier confinement, tout le monde s'est porté sur du portable. Et l'effet du deuxième confinement, c'est que les gens ayant travaillé sur leur portable ont expliqué que c'était bien, mais que pour leur bien-être, ce qui serait mieux, c'est d'avoir des écrans à côté. Plus grands, des écrans en général de 22 pouces. Donc le phénomène qu'on a eu sur les portables lors du premier confinement, on l'a eu sur le deuxième confinement, sur les écrans 22 pouces. Donc il y a eu là aussi une pénurie sur des écrans 22 pouces. Alors, vous nous l'avez dit, Recycléa, c'est une entreprise adaptée, 150 collaborateurs, dont 73% sont en situation de handicap. Vous nous avez parlé de l'adaptation de l'outil de travail. Est-ce que le management, lui aussi, est adapté d'une certaine façon? Ah oui, bien sûr. On a, au sein d'une entreprise adaptée, vous voulez avoir des gens qui suivent le parcours socio-professionnel de ces personnes. Il y a un turnover qui est plus important, il y a un suivi qui est plus important. Il y a une vraie adaptabilité sur le sujet. Je reviens au cycle des ordinateurs d'occasion. Est-ce qu'il y en a qui sont irrécupérables et qu'est-ce qu'ils deviennent? Alors oui, bien sûr. On récupère des machines qui sont cassées, totalement cassées, qui sont restées peut-être dans des caves pendant 1 ou 2, 3, voire 3 ans, si vous voulez. Donc, l'intérêt sur ce site de Domera, c'est que nous avons notre deuxième coactionnaire, qui est l'entreprise Environnement Recycling, qui est un des leaders français dans le recyclage. Et donc, nous avons là-bas des broyeurs
qui nous permet de broyer toutes les machines. Donc dans un bâtiment, ce qui est le seul en France, vous avez à la fois de l'audit pour du reconditionnement et vous avez de la destruction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune rupture de charge. À partir du moment où vous confiez une machine à Recycléa, soit elle sort, elle n'a plus aucune donnée, elle est anonymisée, soit elle va sortir sous format de granulats de 5 cm². Et qui vont être utilisés dans d'autres secteurs d'activité. Un mot de l'avenir post-Covid. Il y a la loi AGEC, anti-gaspi et économie circulaire. Elle peut avoir un impact pour une entreprise oui, ça, comme la vôtre. je pense que sur 2021-2022, ça va être le grand chambardement. Effectivement, la loi AGEC, donc anti-gaspillage, économie circulaire, va imposer aux services publics d'acheter jusqu'à 20% de leurs produits sur format reconditionné. Donc déjà qu'il y avait une certaine pénurie sur le marché, mais ça fait des milliers de machines reconditionnées qu'il va falloir produire et fournir. Et ben voilà, l'avenir pour Recycléa. Merci beaucoup Nicolas Flifot. Merci Thomas. Bon vent à Recycléa. Tout de suite, on débat autour du thème de la méthanisation. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. La méthanisation est-elle vraiment une solution d'avenir? Comment la faire mieux accepter des riverains? C'est notre débat avec Gérard Chombard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif national Vigilance Méthanisation. Et puis avec nous en visioconférence, Michel Dubromel, ancien président de France Nature Environnement, aujourd'hui en charge des questions énergétiques. Bonjour Michel Dubromel, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, fort bien. Je vous entends aussi, et l'image est bonne. La méthanisation, Michel Dubromel, qui consiste à produire de l'énergie à base de déchets agricoles, c'est vrai qu'on peut peut-être un peu poser le décor. C'est une solution qui est intéressante d'abord pour les exploitants, à plus d'un titre. Pourquoi ? C'est quand même un point important pour les exploitants, puisqu'ils peuvent quand même valoriser beaucoup de matières organiques de leurs exploitations. Donc ça, c'est quand même un élément important. D'autre part, s'ils produisent et consomment du méthane renouvelable, eh bien, ils ne consomment pas de gaz fossile. Donc c'est quand même une des pistes de la transition énergétique. Oui, et puis il y a aussi la boue qui est récupérée après méthanisation. À quoi peut-elle servir ? Ah oui, ce digestat peut être utilisé pour l'épandre sur le sol, mais là il faut à nouveau être très prudent puisque chaque sol est différent, donc on ne peut pas mettre n'importe quoi sur n'importe quel sol. Voilà, donc uniquement, oui, très intéressant, mais vigilance sur l'utilisation des digestats qui sortent du méthaniseur. Effectivement, et vous allez nous expliquer les précautions qu'il faut prendre parce que ça pose parfois des soucis. Gérard Chombard, il y a quand même, moi en préparant l'émission, j'ai vu qu'il y avait dans beaucoup de régions des exemples de riverains qui étaient un peu remontés contre les méthaniseurs. Quelles sont les nuisances qui peuvent apparaître ? Les nuisances, c'est principalement au niveau des intrants. Les intrants, ce sont la matière qu'on amène dans le digesteur qui ont plusieurs origines. Ça peut être du fumier, ça peut être du lisier, mais parallèlement, on développe aujourd'hui ce qu'on appelle les cultures déchets. C'est la matière végétale. La culture déchets ou des cives, la culture intermédiaire à vocation énergétique, ce sont des matières qui ont un pouvoir méthanogène beaucoup plus élevé que le fumier ou le lisier. Le lisier ou le fumier dégagent très peu de méthane, contrairement à toutes ces matières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on installe aussi les méthaniseurs pour traiter les produits carnés. Les os, les déchets de viande et tout ça sont désintégrés en morceaux de 12 mm et sont intégrés dans le méthaniseur. Donc il y a plusieurs sources, on va dire, de matières qui vont être utilisées, d'intrants, comme vous dites. Mais alors, pour des riverains, il y a quoi ? Ça peut être bruyant, ça peut être malodorant. Quelles sont les nuisances possibles, hein, pas dans tous les cas. Le premier impact, en fait, sont des projets qui sont toujours montés en catimini. Les riverains, au départ, ne sont pas du tout prévenus de ce qui va se passer. Il y a un phénomène de pollution visuelle, bien sûr. Il y a un phénomène de pollution olfactive, c'est-à-dire toutes les odeurs qui sont dégagées. Vous avez parfois des odeurs de pourri, c'est le gaz qui se dégage, c'est du sulfure d'hydrogène. C'est un gaz mortel d'ailleurs, hein, qui a une caractéristique d'odeur qui ressemble à l'œuf pourri. Hein. Et le digestat, il y a eu des exemples de digestat qui se sont déversés dans Absolument.
Oui, absolument. Donc, il y a eu un accident très grave dernièrement. C'était l'été dernier à Châteaulin. Vous savez, un débordement de cuves de stockage. Donc, on est dans quelle région, là? Dans la Bretagne. En Bretagne. Châteaulin, oui. Et donc, ça s'est déversé dans une rivière qui s'appelle l'Aulne. Et bon, ça a pollué en eau potable une cinquantaine de communes. Le préfet a dû mettre un terme à l'exploitation pendant quelques temps. Il y avait 180 000 personnes qui étaient touchées par cette pollution. Alors effectivement, Michel Dubromel, cet incident, il y en a eu d'autres, accidents, c'est vrai que plusieurs dizaines de communes, on est dans le Finistère, ont été privées d'eau. C'est le manque de contrôle qui pose problème pour vous, Michel Dubromel. Comment on peut améliorer cette situation? Il faut d'abord dire qu'on a un équipement industriel dans un milieu agricole. Et je pense que c'est les deux contraintes qu'il ne faut quand même pas oublier. Un équipement industriel, c'est toute une gestion des risques. Tout à l'heure, on a parlé des odeurs, mais l'ensemble des risques, que ce soit les intrants, que ce soit la conduite de l'équipement, les conditions d'installation. Châteaulin, il n'est pas conforme. Donc on avait émis des avis défavorables. Donc on a un équipement industriel en milieu agricole, c'est ces deux contraintes qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, actuellement, les services de l'État n'ont pas les moyens de faire les contrôles qu'il faut, puisqu'il n'y a pas plus d'inspecteurs pour contrôler. Donc pour nous, il y a un point important, l'État n'assure pas la surveillance de ces équipements comme il faut. À la fois la surveillance d'ailleurs et le contrôle des personnes. Une personne, on a des très bons contacts avec les agriculteurs méthaniseurs, ne peut pas s'inventer du jour au lendemain responsable d'un équipement industriel. Donc il y a tout un travail de contrôle et de formation à faire. Donc vous dites, Michel Dubromel, que le principe est bon, il ne faut pas l'abandonner, mais qu'il y a peut-être une croissance trop rapide, si je vous comprends bien? Le principe, il est depuis 50 ans, et je pense que si depuis 50 ans, il y avait des problèmes, on l'aurait dit avant. Il y a eu une croissance trop rapide, il y a quand même un point énorme, l'État a voulu passer en force. C'est très simple, il n'y a aucune consultation des dossiers, ce qu'expliquait M. Chamba tout à l'heure. Pourquoi? C'est une demande de l'État qui a voulu passer en force. Évidemment, dès qu'il y a un dossier qui est caché, et ça c'est une réaction humaine, les gens sont contre. Mais uniquement, c'est un choix de l'État qui n'a pas voulu consulter la population, l'État qui n'a pas le courage d'aborder une enquête publique. Une enquête publique, c'est les riverains qui découvrent un projet. Toutes les industries font l'objet d'enquêtes publiques et nous ne comprenons pas pourquoi on va réduire ceci pour des équipements qui sont à côté de l'habitat des gens. Donc c'est l'État qui, pour passer en force, parce qu'il y a une volonté de passer en force, est en train de jouer contre son camp, puisque les gens sont contre, on leur cache la vérité. Oui, effectivement, et ça provoque dans plusieurs régions, on le disait avec Gérard Chambard, des réactions d'opposition de riverains. Vous aussi, M. Chambard, ce n'est pas le principe de la méthanisation que vous mettez moi, en cause? je suis complètement fermé. Je suis complètement fermé, à savoir, on a l'exemple de l'Allemagne, mais je reviendrai un peu sur la production du gaz, entre guillemets, vert. L'État, pour 2030, voudrait avoir 10% de gaz vert, de méthane, sur le marché, pour réinjecter dans les réseaux. Ça signifie qu'il faudra à peu près 5500-6000 méthaniseurs. L'objectif 2050, c'est être autonome et avoir 100% de gaz méthane. Ce qui veut dire qu'on devrait bientôt avoir 60 000 méthaniseurs en France. C'est impossible, les calculs ne sont pas bons. On a l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, fait marche arrière. Et il est prévu d'ici 2035, il n'y aura plus aucune unité de méthanisation en Allemagne. Vous dites qu'on fait fausse route, carrément. Absolument, il faut fermer ces méthaniseurs. On a un exemple concret, il suffit de traverser la frontière, voir ce qui se passe en Allemagne. C'est une catastrophe déjà sur le plan écologique et au niveau de la biodiversité. C'est écrit partout, tout le monde le sait. Ce n'est pas un secret, donc je ne comprends pas qu'on ne fasse pas le nécessaire pour ne pas aller dans le même sens. Alors, je ne suis pas sûr que Michel Dubromel, vous soyez aussi radical dans la remise en cause de la méthanisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Écoutez, là, je pense quand même qu'il faut savoir raison garder. Évidemment, il n'est pas possible d'utiliser la biomasse à la fois pour la méthanisation, à la fois pour chauffer et pour encore autre chose. Donc il faut gérer la biomasse disponible. La biomasse n'est pas indivisible et renouvelable à l'infini. Mais de l'autre côté, les émissions
parce que monsieur en parlait tout à l'heure, les émissions des fumiers, les émissions des biodéchets qui sont mises sur le terrain, c'est des émissions de méthane qui ne sont pas capturées actuellement. Donc nous demandons, nous, comme tout établissement industriel, qu'elles soient bien contrôlées. Vous nous mettez toujours, je comprends M. Chombat, en épingle Châteaulin, nous le déplorons, il y a quand même des centaines de méthaniseurs qui fonctionnent bien en France. Vous ne voulez pas voir des méthaniseurs partout dans les agglomérations. On se charge aujourd'hui, il y a des établissements industriels qui s'appellent les stations de traitement des eaux, et d'ailleurs heureusement qu'il y en a dans chaque agglomération pour purifier l'eau. Donc de la même façon, sous contrôle, puisque je parle de traitement d'eau qui est parfaitement contrôlé, sous contrôle de l'administration, à condition qu'elle s'en donne les moyens, nous pensons qu'il est nécessaire de capter ce méthane qui sinon se dégage à l'atmosphère. Je rappelle quand même le pouvoir de réchauffement global du méthane, 25-30 fois plus que le gaz carbonique. Donc M. Chombat, si vous étiez responsable au niveau de transition énergétique, il faut capturer ce méthane, mais pas n'importe comment, ça je vous l'accorde. Un mot de réponse, M. Chombat. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne récupère pas le méthane, on le fabrique. C'est-à-dire qu'on fait de la culture pour alimenter les méthaniseurs. C'est totalement différent. Après, je reviendrai vite fait sur le digestat. Allez-y. Le digestat est rempli d'ammoniac, vous le savez aussi. Et donc cet ammoniac, en s'évaporant dans l'atmosphère, se mélange à l'oxygène et forme le protoxyde d'azote, qui lui est 300 fois supérieur au dioxyde de carbone, au CO2. Allez, une dernière réponse de Michel Dubromel sur cette question du digestat et de son impact environnemental. Oui, j'avais bien commencé dès le début par le problème des digestats, puisque actuellement c'était la solution d'origine du gouvernement de dire à partir du moment où il y a le digestat, on le remet au sol et les riverains y respireront ce qu'ils voudront bien respirer. Donc de la même façon qu'un établissement industriel, il faut le surveiller, là aussi on est dans une partie, on ne peut pas renvoyer n'importe quoi au sol. On a oublié tout à l'heure de parler des boues qui peuvent venir des steppes. Ça ne pose pas de problème à condition qu'on ne mette pas n'importe quoi sur n'importe quel sol. Et là, à nouveau, il faut qu'il y ait des contrôles. Et beaucoup, d'ailleurs, la charte des méthaniseurs impose des consignes très strictes pour les digestats. Donc, n'allez pas tout transformer au niveau du protoxyde d'azote. Certains agriculteurs savent très bien remettre les digestats dans le sol. Merci à tous les deux. Vous avez eu l'un et l'autre le temps d'exprimer votre opinion sur ce thème de la méthanisation. Merci encore. Tout de suite, Smart Ideas, une start-up en pleine lumière. On vous propose de la viande végétale. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La bonne idée du jour est signée Guillaume Dubois, cofondateur des Nouveaux Fermiers. Bonjour, bienvenue. Bonjour Thomas. Alors, c'est quoi votre business? Quand avez-vous créé cette entreprise? Avec quel objectif? On s'est lancé il y a 2 ans et donc l'idée c'est de la viande végétale française et donc ça ressemble à de la viande mais ce n'est pas de la viande, c'est du végétal. Et donc par exemple quand vous prenez un burger avec un burger Les Nouveaux Fermiers, vous avez les mêmes sensations que quand vous allez manger de la viande, la même texture, les mêmes aromatiques, le même plaisir que quand vous mangez de la viande, mais c'est entièrement du végétal. Et donc ça on a les steaks, mais on a aussi des aiguillettes, on a des nuggets, on a du haché. Et l'intérêt, en fait, c'est que c'est meilleur pour l'environnement. On va en reparler, je pense. C'est meilleur pour la santé et c'est meilleur pour le bien-être animal. Et alors, moi, la première question qui me vient, c'est le goût. Ouais. Est-ce que ça vous a demandé, parce que vous dites que le goût est assez proche de celui de la viande, que vous allez satisfaire les amateurs de viande, sacré défi quand même. Ça a demandé du temps, de la recherche et développement pour affiner le goût, justement? 2 ans. 2 ans. Ah, oui. 2 ans. En fait, le steak, typiquement, ou les aiguillettes, on dit c'est la version à peu près 950. Parce qu'on faisait des combats de steak, en fait. On améliorait chaque fois un petit peu le produit. On arrivait avec 5 versions de steak. On faisait un panel, on demandait à des gens de goûter. Ils goûtaient, voilà, ils disaient c'est celui-là que je préfère, ainsi de suite, ainsi de suite. Et à chaque fois, du coup, on améliorait les versions. Et une fois qu'on a été satisfait du produit, on l'a commercialisé. En grande distribution, en restauration. Ok. Donc vous produisez aujourd'hui votre premier steak végétal. À partir de quelle matière première? C'est quoi les végétaux? Alors, la base, en fait, c'est les protéines végétales. C'est ça qui va faire la texture et c'est ça qui permet d'être aussi riche en protéines que la viande. Donc, on a du pois, on a du soja, on a du blé, on a de la fèvre. C'est à chaque fois sans OGM, ça vient d'Europe. Ça, c'est vraiment la base. Après, on ajoute des gras. Donc sur les gras, vous avez de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, qui sont des huiles en fait faibles en gras saturés.
ce qui permet d'avoir moins de gras saturé que dans la viande. Et la viande crée des problèmes cardiovasculaires, et donc ça, on ne l'a pas du coup grâce à ça. Et après, le point clé, on a par exemple de la betterave pour faire la couleur du steak, le rouge qui devient marron en fait en grillant. Et après, on a les aromatiques. Avec des arômes naturels, on arrive, c'est comme pour le vin en fait. Vous avez des notes d'attaque, des notes dominantes, des notes qui rémanent, et on vient mimiquer en fait chacune de ces aromatiques pour ressembler à la viande. C'est avec des végétaux fermentés. Ouais. Donc, ça a demandé 2 ans de recherche et développement quand même. Je rappelle cette information importante. Vous en vendez beaucoup aujourd'hui, ça marche bien? Ça marche très bien. On est dans 600 points de vente en grande distribution, chez Carrefour Market, Monoprix, Auchan, Géant Casino. On arrive dans des Leclerc, dans des Franprix. On a après tous les restaurants. Et donc là, vous avez le Paris-New York, le camion qui fume, beaucoup d'enseignes un peu iconiques. On est aussi en restaurant gastronomique, dans les restaurants de Robuchon. Et on a du e-commerce aussi, où là, comme ça, on est en contact direct avec les consommateurs et on a des retours en direct. Alors, on aurait pu commencer par là, mais je voulais démarrer par le consommateur et le goût. Évidemment, c'est l'impact, limiter notre consommation de viande. Pourquoi c'est urgent ? Alors c'est urgent, l'élevage en fait c'est 15% des émissions de carbone et il y a des solutions pour diminuer cette contribution carbone. Et donc d'ici 2030, les experts, le GIEC typiquement, disent qu'il faut réduire par 2 notre empreinte carbone, par 2 en 10 ans, divisé par 2. Et donc ça veut dire notamment par exemple réduire sa consommation de viande par 2. Et avec les alternatives végétales, là nous on fait 11 fois moins de CO2 que la viande. Et 11 fois moins, en fait, c'est possible parce que dans l'élevage, par exemple, pour faire 1 gramme de protéines animales, vous avez besoin de 10 grammes de protéines végétales. Donc une vache, par exemple, va manger 10 grammes de protéines végétales pour faire 1 gramme. Nous, on a un ratio de 1 pour 1. Donc c'est une des raisons qui fait qu'on arrive à avoir un impact beaucoup plus faible que la viande. Notre assiette, c'est un levier de transition écologique, énergétique puissant ? Notre assiette, c'est un bulletin de vote. En fait, il n'y a pas beaucoup d'actions concrètes qu'on peut faire pour diminuer à titre personnel son impact environnemental. Fermer une centrale à charbon, c'est difficile tout seul. Par contre, chaque jour, vous décidez de ce que vous mangez. 2-3 fois par jour, vous pouvez mettre un peu plus de végétal dans votre assiette et diminuer votre empreinte carbone. Et ben voilà, les bons conseils de Guillaume Dubois, le cofondateur des Nouveaux Fermiers. Bon vent à votre entreprise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain 9h, midi, 20h30 sur Bismart. Vous pouvez nous retrouver évidemment aussi 7 jours sur 7, 24h sur 24 sur bismart.fr. Salut à toutes et à tous.